le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Troisième sortie de la page internationale au grand journal du 14h. Depuis la newsroom à la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas pour présenter cette page internationale. Jacques Mel pour présenter le grand journal. Toute l'équipe, Joël François, Smith Jean-Julien, Robans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Addiction, l'Ukraine. Les combats se poursuivent dans l'est et le sud de l'Ukraine. Le patron des chemins de fer ukrainien a déclaré que 5 gares avaient été touchées par des frappes aériennes dans les régions du centre et de l'ouest. Pendant ce temps, les alliés occidentaux intensifient leur livraison d'armes alors que la Russie change de stratégie. Voici un reportage signé CGTN News. La Russie a attaqué l'Ukraine à l'est et au sud. L'une des attaques visait un pont majeur à l'extérieur de la ville d'Odessa. Ce pont est important car il relie Odessa à la Roumanie qui est un allié de l'OTAN et un soutien crucial de l'Ukraine. Non, cela fait partie du changement de comportement de la Russie au fil du conflit. Au début, lorsque la Russie se concentrait principalement sur la prise de la capitale Kiev, les forces russes évitaient de toucher les objectifs comme les infrastructures. Maintenant, incapable de prendre Kiev, la Russie attaque ses cibles qui comprennent également ce qui a un lien avec les chemins de fer. Ces installations, y compris une position juste à l'extérieur de Lviv, où je me trouve, ont été touchées par des bombes. C'est un problème majeur pour l'Ukraine parce qu'à l'heure actuelle, les vols ne peuvent pas atterrir dans le pays. Nous avons aussi d'importants points de contrôle militaires et policiers sur les principales autoroutes et routes à travers le pays, ce qui rend les déplacements très difficiles. Ainsi, les trains sont importants pour les personnes qui se déplacent, mais aussi pour le transport de fournitures médicales, d'armes et d'autres produits au fur et à mesure que le conflit se poursuit. La Commission européenne propose de modifier le mandat d'Eurojust, l'agence européenne de coopération judiciaire, afin de pouvoir conserver et analyser les preuves de crimes de guerre présumés commis par la Russie. Voici un reportage signé Euronews. L'Union européenne souhaite que les enquêtes sur les présomptions de crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine puissent être menées à bien. Pour cela, la Commission européenne propose de changer le mandat d'Eurojust. Cette modification permettra à l'Agence européenne de coopération judiciaire de conserver et analyser les preuves qu'il s'agisse de vidéos, d'enregistrements audio ou d'images satellites. Alors Eurojust d'abord parce que c'est l'endroit où on peut vraiment coordonner l'action de tous les États membres à travers des procureurs présents pour chaque État membre dans Eurojust, mais aussi avec des partenaires extérieurs comme l'Ukraine qui est autour de la table avec Eurojust. Ces éléments pourront être partagés avec les autorités nationales et transnationales compétentes, comme la Cour pénale internationale, qui estime d'ailleurs qu'un changement de méthode est nécessaire. C'est une recommandation très claire de la Cour pénale internationale, notamment. Il ne faut pas être là face à une multitude de documents. Et pour vous prendre 2 exemples concrets, les réfugiés. Il faut essayer de ne les interroger qu'une seule fois. Il ne faut pas demander à des victimes de répéter sans arrêt devant des personnes différentes ce qu'elles ont vécu. Donc on doit pouvoir enregistrer par vidéo et verser ça dans le stock de preuves que nous aurons au sein d'Eurojust. Et puis un sujet qui nous préoccupe beaucoup, ce sont toutes les violences à l'égard des femmes et des enfants, et en particulier les violences sexuelles. La proposition de la Commission doit maintenant être approuvée par le Parlement européen et le Conseil, l'institution qui représente les États membres. Une fois adoptée, l'équipe d'Eurojust pourra rejoindre les enquêtes menées par 11 pays membres et par le procureur général ukrainien. L'objectif est aussi de pouvoir conserver en sécurité les preuves collectées. Ils sont à Cambridge, dans l'État de Massachusetts. L'université Harvard crée un fonds de réparation pour l'esclavage. Voici un reportage signé Africa News. L'université américaine d'Harvard a annoncé la création d'un fonds de 100 millions de dollars dans le but de reconnaître son passé esclavagiste. Annoncé mardi, l'initiative s'inscrit dans un mouvement universitaire global de ces dernières années visant à réparer les pratiques de l'esclavage opérées au sein de l'établissement. L'esclavage a été officiellement aboli par le 13e amendement de la Constitution américaine en décembre 1865. Toutefois, des pratiques ségrégationnistes se sont poursuivies des années après.
À Harvard notamment, jusqu'à ce que l'esclavage soit déclaré illégal dans l'État du Massachusetts en 1783, plusieurs membres et présidents ont directement réduit en esclavage plus de 70 personnes afro-américaines et amérindiennes. Dans une lettre du président de l'université, Lawrence Bacot, adressée aux étudiants, professeurs et employés de l'institution, il a reconnu que l'esclavage et son héritage faisaient partie de l'histoire américaine depuis plus de 400 ans et que des pratiques immorales avaient été perpétrées au sein de l'université. Il a également abordé la nécessité de poursuivre des efforts soutenus durant les prochaines années concernant le travail de réparation de ces effets persistants. Ce fonds de 100 millions de dollars financera des travaux de recherche, d'éducation et de mémoire sur le racisme et l'esclavage du XVIIe au XIXe siècle aux États-Unis. Nous retournons en Ukraine cette fois-ci. L'aide militaire de l'Occident à l'Ukraine monte en puissance, tandis que les bombardements russes se poursuivent. Volodymyr Zelensky estime que le destin de l'Europe se joue en Ukraine, et Sergei Lavrov met en garde contre le risque d'une troisième guerre mondiale. Voici un reportage signé I24 News. Sur ces images de Kharkiv, deuxième ville à l'est du pays, des bénévoles évacuent une vieille dame après de nouveaux bombardements russes sur des bâtiments habités. Les attaques auraient causé la mort d'au moins 5 personnes dans la région, d'après le gouvernement ukrainien. Je pense qu'ils font exprès de détruire des infrastructures civiles. Ils font tout pour effrayer les gens, créer la panique. Jusqu'en avril, il y avait plus de civils tués que de militaires. Donc c'est un génocide direct et évident de notre nation et aucun Ukrainien ne peut rester à l'écart. L'armée russe affirme avoir frappé une centaine de cibles lundi, notamment des installations ferroviaires dans le centre du pays. Dans ce contexte toujours très tendu, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov, cité par l'agence de presse russe Interfax, a mis en garde contre le danger d'une troisième guerre mondiale. Le danger est grave, il est réel, on ne peut pas le sous-estimer. Le chef de la diplomatie russe a accusé le président ukrainien Volodymyr Zelensky de faire semblant de discuter avec Moscou. De son côté, le président ukrainien estime que l'avenir de la sécurité mondiale se joue en Ukraine. Tout le monde, même ceux qui ne nous soutenaient pas ouvertement, s'accordent désormais à dire que c'est en Ukraine que se joue le destin de l'Europe, le destin de la sécurité mondiale et le sort du système démocratique. Pendant ce temps, à Mariupol, où 100 000 civils sont toujours bloqués selon Kiev, la situation ne semble pas avancer. Lundi, Moscou avait unilatéralement annoncé un cessez-le-feu sur le complexe métallurgique d'Azovstal pour permettre d'évacuer les personnes toujours présentes. Mais la vice-première ministre ukrainienne Irina Vereshchuk a affirmé qu'aucun accord n'avait été conclu car le couloir annoncé n'offrait aucune sécurité. Zooming sur la guerre en Ukraine, que dit la presse? Aujourd'hui, nous allons retrouver le confrère de LCI. Gazprom coupe le gaz à la Pologne et à la Bulgarie. Le Premier ministre bulgare a dénoncé mercredi un chantage inacceptable après la suspension par le groupe russe Gazprom de toutes ses livraisons de gaz vers ces pays des Balkans. Cette interruption a été décidée au motif du non-paiement en roubles. Écoutons le débat sur LCI en France. Poutine commence à brandir la riposte aux sanctions des Occidentaux en actionnant justement les coupures de gaz. La Bulgarie et la Pologne, tous deux membres de l'OTAN et très dépendants du gaz russe, ne vont plus être livrés. Rupture de contrat, cela engendre de grosses tensions diplomatiques. Florent Ferrand. Dans cette centrale de Gazprom, l'approvisionnement en direction de la Pologne et de la Bulgarie est interrompu. Le Kremlin avait averti les pays de l'Union européenne. S'ils ne payent pas en roubles, le gaz sera coupé. Menace mise à exécution. C'est sûr que les Polonais ont été depuis le début très radicaux en disant nous n'acceptons pas même cette nouvelle solution un peu de camouflage parce qu'ils voulaient faire apparaître le conflit sur ce point-là avec la Russie, sachant que les Polonais militent sur des sanctions beaucoup plus dures. Un coup dur pour la Bulgarie dépendante à 90% du gaz russe. De son côté, le gouvernement polonais s'est voulu rassurant. Il n'y aura pas de pénurie de gaz dans les foyers polonais. Depuis le premier jour de la guerre, nous avons déclaré que nous étions prêts à une indépendance totale vis-à-vis des matières premières russes. Tous les pays actuellement ont des provisions de gaz entre 3 et 9 mois. Donc ils ne vont pas se retrouver sans gaz. Poutine, il a fait ce que nous on réclamait. Ça veut dire la sanction contre la Russie. Mais il a décidé lui-même de fermer le robinet. Le reste de l'Union européenne est en suspens comme l'Allemagne dépendante du gaz russe. Un embargo pourrait avoir des conséquences de l'ordre de 5% sur le PIB allemand, selon la Banque centrale.
Pascal, des conséquences fortes. Premier avertissement. Et si ça arrivait chez nous, concrètement, ça changerait quoi? À nous de donner des avertissements, à nous aussi de garder l'initiative. Alors nous sommes beaucoup moins dépendants, pour répondre à ta question, beaucoup moins dépendants que la Pologne et la Bulgarie, surtout la Bulgarie. L'Europe, il faut la considérer d'abord comme un ensemble géographique. C'est-à-dire qu'on peut se passer du gaz, si vous me permettez cette expression, les uns les autres. Il faut profiter de la situation. Vous savez, il faut faire comme au judo. Au judo, on utilise la force de l'adversaire contre lui. Eh ben, il faut prendre Poutine au mot. Très bien. Solidarité européenne, vous refusez de livrer du gaz. Vous avez modifié les contrats de façon unilatérale. C'est une modification unilatérale, parce que les contrats sont libellés en euros ou en dollars. Vous voulez qu'on vous paye en roubles? On avait trouvé au passage l'idée de la chambre de compensation. Vous vous rappelez, je vous l'avais expliqué. Hein, on fait rentrer des euros d'un côté, il sort des roubles de l'autre côté. Tout le monde s'en sortait bien. Poutine cherche la petite bête, parfait. Eh bien, il faut lui dire aujourd'hui, nous sommes Européens, nous allons collectivement cesser d'acheter du gaz russe. Vous verrez que ce sera une énorme punition pour la Russie. Il faut trouver qui traîne les pieds aujourd'hui. Je termine là-dessus. Les Allemands. C'est pas les consommateurs allemands. D'accord d'ailleurs. Oui, c'est là où c'est assez étonnant. Absolument. La prise de judo, pour le moment, c'est un peu Poutine qui l'a fait dans un premier temps. Eh bien, oui. C'est la première attaque. Et c'est bien regrettable d'ailleurs. En tirant une balle dans le pied d'ailleurs. Conservons l'initiative, solidarité avec la Pologne. On arrête le gaz russe maintenant, on arrête de tourner autour du pot. Voilà donc pour les sanctions. Sur le terrain, nouvelles explosions en Transnistrie, on vous le disait en titre. Les enjeux, ma chère Jade, sont très importants dans la région. Vladimir Poutine a-t-il des vues sur la Moldavie, Jade? Alors, on va justement d'abord replacer le décor. La Transnistrie, c'est juste là. C'est cette petite bande de terre, vous le voyez, vraiment pas très grande. C'est 2 fois plus petit que l'Alsace, hein, pour vous donner une idée, qui est coincée entre l'Ukraine et la Moldavie. La Transnistrie, c'est environ 500 000 habitants. C'est une région séparatiste pro-russe qui est fortement dépendante de la Russie. Pour vous donner un exemple, la Russie fournit du gaz gratuitement à la Transnistrie et y a placé environ 1500 militaires. Ça, c'est pour vous replacer le décor. Il s'y passe quoi? Il y a eu une série de frappes. D'abord, à Mayak, c'est un petit village, vous le voyez, tout près de la frontière ukrainienne. Une tour radio a été visée. Des antennes, 2 antennes radio ont été mises hors service, qui émettaient bien sûr des informations pro-russes. Et une seconde frappe lundi, cette fois à Tiraspol, considérée comme la capitale de la Transnistrie. Alors bien sûr, aucune victime n'est à déplorer. Sauf que le problème, c'est que la Moldavie craint un débordement du conflit dans son pays. La présidente de la Moldavie l'a dit, elle craint en fait être la prochaine cible de Vladimir Poutine. Pour faire simple, la Moldavie condamne fermement toute tentative de déstabilisation de la situation, qui avait allé dans ce sens aussi d'ailleurs, et a accusé Moscou de vouloir volontairement déstabiliser la situation en Transnistrie pour justifier une intervention militaire. Alors, pour le moment, la présidente, qui est pro-européenne de la Moldavie, appelle les habitants au calme et à la sérénité, mais a quand même sérieusement accentué la sécurité dans son pays. Puis il y a un autre enjeu, parce qu'il n'y a pas que la Moldavie dont il est question, il y a aussi Odessa. Vous le voyez juste ici, certains spécialistes estime que ça permettrait, en fait, la Transnistrie permettrait à Vladimir Poutine de rejoindre Odessa par l'ouest en passant justement par la Transnistrie, un peu comme ce qui s'était passé au tout début de la guerre avec Lugansk. Et voilà, c'est la fin de cette page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, la réalisation Télébeltop. La présentation, c'est Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps sur Boston aujourd'hui, c'est 59 degrés Fahrenheit. Un ciel sans soleil, il y aura un peu de soleil dans l'après-midi aujourd'hui, un peu plus tard. 15 degrés Celsius à Jacmel, 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. N'oubliez pas la reprise de cette page sur YouTube et sur la page Facebook de Télé Beltop et sur Radio Explosion Gonaïve. Bonsoir, passez un excellent mercredi. À demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.